patriotes, rejoins le parti sans pilote. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je ne fais qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue comme tous les lundis soirs de 19h à 20h dans les vraies voix citoyennes. Alors aujourd'hui on est un peu orphelin de Stéphane Pellet, mais évidemment elle est là. Bonsoir Aurélie Gros, coprésidente. Philippe David. Ça va ? Bah très bien, écoutez. Vous avez encore un petit reste de petits coups de froid, ça se sent dans la voix. C'est ça. Mais bon, on va vers les beaux jours. Ah oui. En tout cas, dans le cœur, le soleil est là. Oui, mais le printemps, c'est pas pour tout de suite quand même. Le G500, un grand événement le week-end prochain, si je ne m'abuse. Alors le week-end prochain, effectivement, le 25 janvier à Nice, avec nos amis de Amour de la Justice, nous serons dans les studios de Nice Matin, que nous saluons à cette occasion, notre partenaire aux côtés de Sud Radio, pour débattre sur le populisme judiciaire. Donc beaucoup d'associations, de magistrats, d'avocats vont essayer de trouver des solutions pour remettre à flot notre système judiciaire en France, et je pense qu'il y en a bien besoin de toutes ces forces vives qui travaillent ensemble. Et on peut toujours s'inscrire pour y assister. On peut s'inscrire sur le site internet, toujours idéal-du6 citoyen avec un s.fr. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien Nice, c'est une ville fabuleuse et les meilleures spécialités sont la pissaladière, les farcis et la soca que vous pourrez déguster après cet événement. C'est ça. Vous voyez, j'ai même fait... Merci Philippe, je comptais sur vous pour la minute culinaire. C'était quelques secondes simplement. Allez, au sommaire ce soir, 1 391 980 €, ça c'est précis, de levée de dons. C'est le montant récolté par la 8e édition de la Nuit du bien commun, il y a quelques semaines à l'Olympia. À cette occasion, nous avions proposé de recevoir les associations lauréates de cette émission. Exactement, cher Philippe. Alors que les Français vivent de plus en plus âgés avec des pathologies multiples, seul un tiers des malades qui en auraient besoin ont accès aux soins palliatifs. Et nous sommes ravis d'accueillir Gabriel de la ville Baugé et Valran de Normandie de l'association Visitatio, voisins et soins. Chaque année, 100 000 jeunes sortent encore du système scolaire sans diplôme. C'est bien mieux qu'il y a 10 ans, mais c'est encore largement trop au regard des enjeux d'égalité des chances que l'école doit porter. Grégory Vignier de l'école des 15, un chiffre qu'on aime beaucoup sur Sud Radio, est à nos côtés pour en parler. Bonsoir. Et la grande majorité des personnes neuroatypiques restent sans emploi. Certaines études suggèrent que le taux de chômage se situe entre 30 et 40% pour ces personnes en situation difficile. Olivier Tran de l'association Affûté est avec nous pour en parler. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On va avoir des beaux sujets en perspective. Des beaux sujets en perspective. Les vraies voix Sud Radio. Alors, on va parler un peu de comment s'est passée cette nuit la nuit du bien commun qui existe. C'était la 8e édition nationale. Comment est-ce que vous avez candidaté pour vos différentes associations ? Il n'y a qu'une seule femme. Vous permettez que par courtoisie, on commence galanterie. Eh bien, merci beaucoup. Gabriel de la ville Baugé, vous, c'est l'association Visitatio, voisins et soins. Oui, merci. Déjà, merci de nous recevoir. Je suis directrice des partenariats de l'association depuis 1 an et demi et nous avons eu la chance, en effet, de pouvoir participer à cette 8e édition de la Nuit du bien commun à Paris. Nous avions déjà eu la possibilité de le faire dans une ville à Tours et à Rouen. Et pour candidater, eh bien, nous devons préparer des dossiers et c'est un exercice compliqué parce qu'il y a beaucoup d'associations. Il y avait, je crois, 144 dossiers. Et seules 13 associations sont arrivées sur le podium. Ça fait 91% d'échecs à peu près, donc Exactement. Peu de réussite. Exactement. Et nous avons fait voter le grand public pour pouvoir arriver sur la scène de l'Olympia et avoir la chance de pouvoir faire cet exercice incroyable de levée de dons. Alors, vous voulez rajouter un mot, Valran de Normandie, par rapport, tout a été dit par Gabriel de la ville Baugé. Oui, c'était un gros podium parce qu'on était 13, mais voilà. Oui. Et ce que je peux peut-être ajouter, c'est qu'on a eu, nous, la chance d'avoir un bénévole, Valran de Normandie, qui s'est exprimé sur scène, ce qui est assez rare.
C'était, je crois, la première fois que dans le cadre d'une nuit du bien commun, c'était un bénévole qui portait la voix de l'association. Oui, parce qu'il faut créer de l'émotion, j'imagine que... Voilà, et souvent ce sont les fondateurs ou les créateurs ou les présidents d'associations qui représentent. Et là, on m'a proposé, donc j'ai accepté. Donc vous avez fait le show et alors vous avez levé combien ? Alors, on a levé, pour être précis, je crois que c'est 116 000 euros. Ah oui, 114 000 et 114 000, quelques, alors que nous demandions 70 000 euros à l'origine. Ah oui, là c'est une fois, 1,6 fois, 7 fois, quoi, à peu près. Oui, la salle a répondu présente et c'est vrai que ça fait... Assez beau. Oui, c'est assez beau. Une autre association qui était là, l'École des 15. Alors vous, comment ça s'est passé, Grégory Vignier? Écoutez, on a découvert la nuit du bien commun à Marseille, chez nous, pas loin, puisqu'on est originaire d'Aix-en-Provence. Ah oui, là c'est vraiment la porte à côté. Hein. C'est la porte à côté. Nous avions eu la chance d'aller à la nuit du bien commun de Marseille, au Parc Chano. Et une fois que cette nuit s'est bien passée pour nous, nous avions levé à l'époque, je crois, 50 000 euros environ pour les écoles d'Aix et de Marseille. Nous avons candidaté aussi pour l'échelon national qui était à Paris Olympia, avec l'espoir d'ouvrir une école en région parisienne. Et ça s'est très bien passé puisque nous avons levé plus de 200 000 euros grâce à un partenaire qui a doublé la mise de tous les mécènes qui étaient là ce soir-là. Et donc je dédie surtout cette belle levée de fonds à Ilyes, qui était un jeune ancien élève de l'école des 15 qui est monté sur scène avec moi pour raconter un peu son histoire, son vécu et ce que lui a apporté l'école des 15. Magnifique. Donc vous avez fait en région et à Paris, les deux. C'est ça. Magnifique. Et vous, Olivier Tran, c'est pour l'association Affûté. Oui, absolument. Alors, comment s'est fait la candidature et comment avez-vous monté le dossier? Comment ça s'est passé à l'Olympia, etc. L'Olympia, lieu mythique, on a toujours un peu d'émotion quand on rentre à l'Olympia. Hein. Oui. Comme toutes les autres associations ici présentes, on a candidaté en déposant notre dossier, en expliquant qu'on portait ce projet de cœur avec un intérêt général très fort pour... tous les porteurs de handicap cognitif et mental pour faire leur insertion professionnelle réussie dans notre milieu, au milieu de nous tous, dans nos entreprises. Et donc on a été retenus, on a eu la chance d'être retenus et voilà, on est passé sur scène avec mon fils Alexandre, qui est lui-même concerné puisqu'il est autiste sévère. D'accord. D'accord. Et c'est comme ça que vous avez monté votre association, c'est par rapport à votre fils? Exactement. D'accord. C'est mon fils qui m'a fait changer de vie, en fait, tout simplement. Il n'avait plus de solution de prise en charge à l'âge de 14 ans. Et donc, il est resté à la maison et ça s'est pas très bien passé à la maison puisqu'il voyait que ses frères et sœurs et puis ses parents. Et donc, il a commencé à regarder en boucle des vidéos de suicide. Et donc, moi qui étais cadre dans un grand groupe industriel, j'ai quitté ma carrière pour essayer de construire un avenir à mon enfant. Et puis, en faisant ce projet-là, en s'imprégnant un peu du sujet, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes comme lui. Et donc la volonté de pouvoir essayer de contribuer à notre échelle à trouver un avenir, une place dans cette société au maximum de jeunes porteurs de handicap cognitif et mental qui espèrent comme nous avoir une vie, avoir un avenir. Vous aviez déjà fait la nuit du bien commun à Marseille, donc vous avez fait le bis repetita à Paris. Comment est venue pour vos deux associations l'idée d'aller dans la nuit du bien commun ? Alors, nous, on l'avait déjà fait aussi dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces, oui. Voilà, on a la chance d'être une association présente à la fois au niveau national et régional. Local, oui. Donc, on avait déjà eu l'occasion de se prêter à l'exercice à Rouen et à Tours, où nous sommes très présents en centre Val-de-Loire. Donc voilà, et on avait déjà fait une édition de la Nuit du bien commun à Paris, donc qui nous avait identifié comme étant un projet porteur, et avec aujourd'hui les sujets d'accompagnement fin de vie, et de loi fin de vie, je crois que c'est un sujet qui est beaucoup de monde. Prégnant dans l'actualité. Exactement. Olivier Tran ? Nous, c'était une première. Voilà, on n'avait jamais postulé ailleurs. Vous en avez entendu parler comment tout simplement le monde de la philanthropie, du mécénat, il y a beaucoup d'acteurs, mais en fait à faire ce genre d'événement il y en a très peu, et donc c'était assez connu en fait d'avoir cet événement-là dans l'année qui met en scène en fait plusieurs projets d'intérêt général et qui propose à du public de participer à cette levée de fonds en fait pour soutenir ces actions-là. Donc on a postulé pour la première fois.
Et puis on a été retenu, on a eu de la chance. Mais c'est inédit en France, il n'y en a pas d'autres. C'est en fait un modèle à l'américaine qui a The été... place to be, comme on dit aux USA. Oui, et la question des financements pour les associations est quand même problématique Et en problématique France et et de vitale. plus en plus en ce moment. Allez, 19h13 sur Sud Radio, presque 14. Dans quelques instants, on va parler avec chacune de ces associations, ce qu'elle fait, où elle est, ses projets. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite pour les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Spécial la nuit du bien commun aujourd'hui avec les vraies voix citoyennes. Notre ami Stéphane Pellet n'est pas là, on le retrouvera lundi. Vous êtes là? Moi je suis là, toujours là. Remarquez qu'il est toujours absent. Hein. Là, je pense qu'il va pas apprécier. Peut-être qu'il ne nous écoute pas. Mon petit doigt me dit qu'il doit nous écouter quelque part, Stéphane Pellet. Quelque part. Et la première association qu'on a le plaisir de recevoir, c'est Voisins et Soins. On a avec nous Gabriel de la Ville-Baugé et Valran de Normandie qui est bénévole. C'est une offre, vous battez pour les soins palliatifs. Qu'est-ce que fait votre association exactement ? En fait, l'association a pour vocation de permettre à tous ceux qui le souhaitent et ça, c'est un nombre important puisque 85% des Français souhaitent mourir chez eux, de pouvoir être accompagnés à domicile en fin de vie. Et nous avons développé en fait un modèle innovant et solidaire d'accompagnement des soins palliatifs à domicile. En fait, on part d'un constat très simple. Il y a 400 000 personnes qui ont besoin chaque année de soins palliatifs. Et il n'y a pas 400 000 places. Et il n'y a pas 400 000 places. Il y a à peu près 21 départements qui n'ont plus d'unité de soins palliatifs et donc pas les moyens d'accompagner toutes ces personnes en fin de vie. Donc l'idée était de développer un modèle qui est un modèle basé à la fois sur des bénévoles formés à l'accompagnement en soins palliatifs. Et dans ces équipes de bénévoles, il y a aussi des soignants, médecins, infirmières et psychologues qui sont là à la fois pour soulager la douleur, gérer les traitements et accompagner psychologiquement la personne accompagnée, mais aussi soutenir les aidants. Puisqu'il y a un chiffre dont on ne parle pas assez. C'est les aidants. Un aidant sur 3 meurt avant la personne accompagnée. Ah oui ? Oui. Mais il meurt d'épuisement physique. Épuisement physique. Et oui, parce que accompagner quelqu'un 24 heures sur 24, c'est j'allais dire un temps incroyable, une énergie, et moralement, c'est extrêmement dur. Et vous, Valran, vous êtes bénévole ? Oui, voilà. Et comment vous avez découvert et comment vous êtes rentré dans cette association en tant que bénévole ? Alors, moi, ça fait 4 ans que je suis bénévole dans cette association. On m'en a parlé. Je suis allé voir, c'était le fondateur François Génin qui expliquait son modèle. Et moi, le modèle m'a tout de suite plu, c'est-à-dire que une équipe, c'est une équipe locale. Donc moi, je suis dans le 14e arrondissement, par exemple, cette équipe. Donc je vais vraiment parler de ce que nous, on fait dans le 14e. Et on est 7 bénévoles, un médecin, une psychologue, une infirmière. Donc ça fait une équipe de 10. Et au niveau local, donc la seule mission qu'on a, c'est ça, faire que tous ceux qui le souhaitent puissent vivre leurs derniers instants chez eux, entourés et soulagés. Et nous, les bénévoles, donc on m'a parlé de ça, j'ai vu cette association. Le modèle est très bien pensé parce qu'en fait, c'est un cadre tellement fort que si nous on arrive et on est toujours en binôme, et ensuite nous on donne du temps aux patients qu'on va rencontrer. Mais alors comment on devient en fin de compte bénévole ? Comment on se dit tiens parce que ça peut faire peur. Il faut avoir le cœur bien accroché, comme on dit. En fait, oui, et avec cette envie de s'engager. Ne pas s'attacher à la personne parce que sinon on devient dépressif. Bien sûr. Après, on y va toujours par deux. Donc en fait, on porte pas toujours seul ça, et on est une équipe. Donc on alterne aussi les semaines et les patients. Donc on va pas toujours voir la même personne chaque semaine, etc. Donc ça permet de... Honnêtement, c'est très bien pensé pour ça. Donc c'est avec l'envie de s'engager. Et puis, moi, j'avais été touché quand à la perte de ma grand-mère, si vous voulez, j'étais allé dans un EHPAD. Et je me suis rendu compte de la solitude qu'il y avait, du déracinement qu'il y avait pour certaines personnes. Et en fait, donc ça m'a trotté dans la tête. Et quand j'ai rencontré cette association, ça a fait sens. Et je me suis dit, c'est là que si je cherche un engagement, c'est là que je vais le faire.
Et justement, par rapport à la désertification médicale, parce que c'est une vraie question, parce que l'intérêt, ce serait de monter ce système dans toutes les villes et les villages de France. C'est la solidarité des habitants aussi. Comment on peut trouver des solutions par rapport à ça? Vous mettez exactement le point sur les vrais sujets. Un sujet de solitude énorme. Aujourd'hui, 49% des plus de 75 ans vivent seuls. Et avec l'éclatement familial, c'est énorme. Et il y a évidemment de moins en moins de médecins traitants qui ne se déplacent plus puisqu'ils n'ont pas le temps. Et donc, un problème vraiment de désertification médicale. Donc, la solution de Visitation Voisins et Soins, c'est justement de pouvoir lutter contre cette solitude en recréant du lien social à l'échelle des quartiers et des villages, en allant chercher des bénévoles qu'on forme, qui sont vraiment formés, et il y a un temps de discernement avant de pouvoir faire ce type d'accompagnement parce que ça demande quand même une formation psychologique forte. Il y a un suivi psychologique aussi tout au long de l'accompagnement avec des psychologues. Et l'idée est en effet de pouvoir développer et essaimer ce modèle. Aujourd'hui, nous sommes présents en Île-de-France, présents dans un certain nombre de régions, en région Centre-Val de Loire, région Aura, région PACA, et nous ouvrons une grosse antenne à Lille. Et nous travaillons actuellement pour déposer un dossier dans le cadre de l'article 51 pour pouvoir obtenir un financement public et pouvoir essaimer ce modèle et assurer la réplicabilité, ce qu'on a fait depuis ces 7 dernières années. Valran de Normandie, quand vous allez voir des patients donc en fin de vie, là vous allez les voir quand ils sont en soins palliatifs, en USP, en unité de soins palliatifs, ou chez eux, pour ceux qui ont la chance, je mets 3000 guillemets bien évidemment, de pouvoir le faire à domicile si c'est leur souhait, cela va de soi. Bien sûr, en fait ça dépend. On a des personnes qu'on accompagne chez eux, et on a aussi d'autres personnes dont on nous signale, et là on va en EHPAD, effectivement dans des USP. Ça peut arriver, ça c'est surtout quand ce sont vraiment des personnes seules au monde, quoi, comme on dit. Oui. Et sinon, c'est plutôt du domicile. La priorité, c'est de Voisins et Soins, c'est le domicile. Mais vous parliez des déserts médicaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de formation des médecins? Parce qu'un médecin généraliste est-il suffisamment formé pour faire du palliatif? Ça, c'est la question que je me pose en vous écoutant. Je trouve votre association franchement géniale. Mais est-ce qu'un généraliste est fait pour faire du palliatif? Déjà, rien que sur les gestes, doser la pompe à morphine, etc., la force psychologique. Alors, dans les formations médicales, les 10 années de formation médicale, il y a 13 heures consacrées aux soins palliatifs. Ça fait pas beaucoup en 10 ans. C'est vous dire à quel point, en effet, ça n'est pas forcément une spécialisation qui est très développée. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre des médecins qui travaillent avec nous ont cette formation et viennent de cet univers-là. D'accord. Ils ont cette forme. Et vous comptez également sur des infirmiers, des infirmières de soins palliatifs qui sont quand même très utiles? Oui, on a une médecin et une infirmière dans l'équipe. Donc c'est elle toute la partie santé médicale, c'est elle qui gère et qui vont prendre en charge la douleur du patient. Et nous, les bénévoles, c'est vraiment du temps. Et on va parler avec eux. Exactement. On va rentrer dans cette vie qu'on ne connaît pas. On va rentrer sur la pointe des pieds. Et après, au fur et à mesure des rencontres, on va les connaître de mieux en mieux et on va adapter au mieux ces rencontres. Et aujourd'hui, vous accompagnez combien de personnes en France? Alors, depuis la création de l'association en 2017, nous avons accompagné plus de 700 personnes en fin de vie et soulagé à peu près 1350 aidants, puisque la partie aidant aussi est très importante. Nous permettons aux aidants d'avoir des temps de répit, d'avoir la possibilité de reprendre leur rôle de conjoint ou d'enfant et de ne pas se retrouver uniquement en soutien médical lorsqu'ils n'en ont ni le temps ni la formation. Et alors si des auditeurs veulent monter une antenne dans leur région, devenir bénévole, comment ils font? Comme Valran. Oui, Valran, oui, ça. Alors, ils nous contactent sur notre site internet et on sera toujours heureux de les recevoir et de parler avec eux. Tous les porteurs de projets, en effet, qui ont développé des antennes au niveau régional sont des gens qui ont entendu parler de Visitation Voisins et Soins et nous ont contactés. Et puis ensuite, il y a tout un temps de démarche, de formation. Et puis ensuite, il y a une question de financement, parce que monter une antenne demande quand même un peu de financement. Donc, il faut qu'on puisse voir, nous, si on a la possibilité de pouvoir trouver des sources de financement.
au niveau national et au niveau local, puisqu'on sait qu'une grosse partie du fundraising se trouve aussi au niveau local. Bien sûr, et vous êtes financé d'ailleurs aujourd'hui par des collectivités territoriales, par des villes, des villages. Alors, la question, la très bonne question à 1000 points, dans une période où justement les subventions publiques ne sont pas prêtes de se développer. Aujourd'hui, l'association est financée à 80% par des fondations d'entreprises, des fondations familiales, des fonds de dotation. On est aussi financé à 10% par des dons privés. Et ça, on remercie infiniment les gens qui aujourd'hui font preuve de générosité. Et puis à 5% par des subventions publiques, ce qui n'est évidemment pas assez, d'où ce travail que nous réalisons aujourd'hui pour être reconnu par l'État et pouvoir rentrer en article 51 et obtenir des fonds publics. Et pour vous contacter pour demander de faire un don, par exemple, mais également devenir bénévole, parce que ça doit être pesant d'être bénévole. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, vous aider Eh bien, vous nous contactez sur le site de Visitation aux voisins et soins. Il y a une formation continue. En plus, donc on peut, même nous, quand on est déjà bénévole, on peut continuer à se former. Donc la formation est continue tout au long de l'année, donc on peut intégrer tout au long de l'année. En fin de compte, c'est une contribution efficiente au système de santé qui va mal, on le rappelle. Mais voilà, je pense que quand les citoyens se mobilisent, peut-être un petit mot du bénévole pour donner à tous les auditeurs de Sud Radio l'envie de devenir bénévole. de développer, de s'engager. On a rencontré un philosophe qui s'appelle Eric Fiat, et il a dit quelque chose de tout simple. Un jour, il nous a dit, vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a du possible et de l'impossible. Quand on rencontre ces personnes, l'impossible, vous le voyez assez vite, ce qui ne sera pas possible. Mais le possible, le bénévole, il est là pour peut-être réveiller certains possibles. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous, bien évidemment. Gabriel de la Ville-Baugé et Valran de Normandie. Vraiment une très belle association qui a été justement, on peut le dire, je connais pas toutes celles qui étaient candidates, mais récompensées, parce que c'est vraiment un problème de santé publique et même de vie que les soins palliatifs. On a eu quand même le débat sur la fin de vie qui s'est arrêté aussi vite que ce qu'il a commencé, mais pour le coup, je pense que c'est des sujets, et les soins palliatifs en France, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Bravo de vous battre. Très important. Pour les familles. Et tout de suite, on va recevoir Grégory Vignier de l'école des 15. Restez bien avec nous dans les Vraies Voix Citoyennes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on vous retrouve pour ces vraies voix citoyennes avec 3 associations qui ont, on peut dire, fait un gros score à la nuit du bien commun. On embrasse Cécile de Ménibus d'ailleurs, qui a souvent animé la nuit du bien commun et qu'on retrouvera demain à 17h dans les vraies voix. Et maintenant, vous avez un magnifique blazer où il y a l'école des 15 avec un X et un V, donc en chiffre romain. Vous savez que Sud Radio est la radio du rugby. Bienvenue Grégory Vignier. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors vous êtes directeur général de cette école des 15 depuis quelques mois maintenant. Une quinzaine de mois. Très engagé. Alors expliquez-nous, on a compris, ça parle un peu de rugby, mais ça parle aussi décrochage scolaire, ça parle quartier jeunes en difficulté, ça parle d'enfants de la CM2 à la 3e. Expliquez-nous un peu ce qu'est l'école des 15. Très bien résumé. L'école des 15, c'est d'abord l'école de l'éducation. Il y a 10 ans, un entrepreneur un peu audacieux, Denis, a cofondé avec ses associés une entreprise qui s'appelle Voyage Privé et qui s'est dit finalement qu'est-ce que je peux faire pour mon territoire. Il a repris un club de rugby qui s'appelait Le Parc et qui est devenu Provence Rugby aujourd'hui, qui est en top 14. Et il a créé en même temps que Provence Rugby l'école des 15 pour aider les enfants qui n'ont pas la même égalité des chances à la maison. Des enfants qui ont des situations et des parcours compliqués, divers, et qui ont un dénominateur commun, ce sont des enfants qui ont des parents souvent qui sont dans la précarité financière. Et aujourd'hui en France, on sait que la précarité financière, c'est le principal facteur de décrochage scolaire. Oui, parce qu'on compte 100 000 décrochés chaque année en France, décrochés scolaires. Décrocheurs scolaires, exactement. Ce sont des enfants... vous avez peut-être des collégiens, on a tous peut-être certains des enfants où des fois ils ont un peu de difficulté à la maison, mais quand on a un parent, frère et sœur, des oncles, des tantes, des grands-parents qui sont là pour accompagner l'enfant, dans 7 cas sur 10, l'enfant rattrape son retard. Pour des enfants qui n'ont pas d'aide à la maison, qui ont une maman qui fait des ménages tard et qui a une grande fratrie, pour des parents qui n'ont pas
pas forcément le niveau académique requis pour aider leurs enfants à arriver en troisième, etc., etc. Ce sont des enfants qui n'ont pas d'aide et qui vont se retrouver seuls devant leur copie, à ne pas savoir vers qui se tourner. Et aujourd'hui, c'est vraiment la mission de l'école des 15, c'est de redonner une égalité des chances à ces enfants. Allez, on va écouter un son. Alors l'école des 15, j'ai découvert grâce à mon professeur d'histoire géo, qui a vu que du coup j'étais pas très bon à l'école et qui m'a conseillé d'aller vers une aide extrascolaire du coup. J'ai passé 2 ans, de la 4e à la 3e. Vers la fin de la 3e, ils nous aident à nous orienter avec des gens qui viennent pour parler un peu de leur métier, etc. Je me suis dit pourquoi pas boulanger. Il faut dire que quand je suis rentré, je parlais pas beaucoup. Même à l'école, je parlais pas beaucoup. Et donc je discute plus avec les gens, je suis plus ouvert. Et vu que le rugby, c'est fait pour en fait avoir de la cohésion, ça m'a appris à me sociabiliser. Sans eux, je pense que je serais pas aussi droit dans ce que je veux faire et dans là où je veux aller en fait. Beau témoignage. Beau témoignage, hein. Vous venez d'entendre Pascal. Oui. Super garçon. Comme les 200 qui viennent quotidiennement dans les écoles des 15, puisqu'il y en a plusieurs en France aujourd'hui, Aix, Marseille, Saint-Étienne et Vitrolles, et puis bientôt sur d'autres villes. Pascal, il était comme beaucoup d'enfants, un peu perdu, pas trop d'aide. Et puis un jour, l'enseignant de son école... Il était des quartiers difficiles ? Il était des quartiers difficiles, effectivement. Et puis un jour, son prof lui dit « Écoute, il y a l'école des 15 par loin. Peut-être que tu devrais proposer à tes parents d'aller faire un tour là-bas et de t'inscrire. » Il est arrivé et puis on lui a dit « Écoute, la main est tendue, mais si tu viens, ça sera 12 heures par semaine et pas une de moins. » D'accord. Et ça donc sera, on cadre voilà, directement les choses. 12 heures par semaine, la moitié des vacances scolaires pendant 4 ans. Donc, est-ce que tu connais le rugby ? Oh, pas du tout. Est-ce que tu aimes le rugby ? Bof. Forcément, dans les quartiers, le sport roi, c'est plutôt le foot, la boxe, etc. Et on lui a dit, t'aimes pas trop l'école, t'aimes pas trop le rugby, mais tu vas devoir en faire 12 heures de plus par semaine, en plus de tes 24 heures au collège. Donc c'est pas gagné. Oui. Viens faire un essai, tu nous diras plus tard. Oui. Au bout d'un mois, comme tous les autres enfants, il a dit, écoutez, je vais rester. Parce que à l'école des 15, la promesse, c'est de venir 12 heures par semaine, mais ils vont faire 6 heures de temps scolaire, 2 heures de temps éducatif et 4 heures de temps de rugby. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le rugby finalement et pourquoi pas un autre sport ? Parce que le rugby, vous le savez encore plus sur Sud Radio, parce que vous aimez le rugby aussi. C'est la radio du rugby. Les valeurs du rugby aujourd'hui sont celles de l'engagement, du dépassement de soi, du respect et de la mixité. Et aujourd'hui, les écoles des 15, c'est moitié filles et moitié garçons. Ce ne sont pas des garçons qui viennent à l'école des 15, c'est aussi la moitié, ce sont des filles. Et pourquoi elles viennent faire du rugby ? C'est parce qu'au rugby, tout le monde a sa place. Qu'on soit grand, gros, petit, maigre, timide ou un peu perturbateur, on a tous une place sur un terrain de rugby. Et aujourd'hui, comme disait un grand rugbyman, le rugby, il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui en jouent. C'est ça. Je crois que c'était Jean-Pierre Rive qui disait ça. C'est exact, qui était le premier parrain de l'école des 15. Et Voilà. alors, comment les élèves découvrent l'école des 15 ? C'est vraiment vous avez des partenariats avec les collèges et parce que oui, c'est à partir du CM2, donc école primaire et collège, et c'est souvent les enseignants qui vous les envoient, ou comment ils découvrent ? Nous sommes labellisés par l'Éducation nationale. Effectivement, les écoles primaires et le collège nous adressent les enfants. Et si l'enfant saisit la balle au bon avec ses parents, ils s'inscrivent à l'école des 15 avec un acte d'engagement très fort. C'est gratuit pour eux, mais c'est un investissement de 5 000 € par an et par enfant, donc c'est pas anodin. Je rappelle qu'en France, un collégien à l'école publique, c'est entre 7 et 8 000 €. Et ce sont des enfants qui vont s'inscrire dans un temps long. Pourquoi ils réussissent à l'école des 15, quasiment 100%? Mais pour 3 raisons. On n'a rien inventé. Ce sont des enfants qui viennent très longtemps, donc très souvent, 12 heures par semaine. Oui. Ils sont très encadrés, c'est-à-dire qu'il y a 4 enfants maximum pour un adulte. Oui. Et ce sont des enfants qui sont très encadrés avec des gens très diplômés. Chaque école des 15, ce sont des éducateurs spécialisés, des éducateurs de rugby et des enseignants, tous diplômés. Donc, autour de ces 4 salariés par école, vous allez retrouver 60 enfants du CM2 à la 3e. Et là, ils vont être encadrés par des pros, mais aussi par des bénévoles.
Je rejoins vos associations. Aujourd'hui, nous sommes sur des campus d'entreprises ou alors au cœur de Marseille, dans le quartier. Il y a une 50aine de bénévoles qui viennent, qui ont de tous les profils. Vous pouvez devenir bénévole aussi à l'école des 15 et faire de l'aide aux devoirs pour les enfants ou les encadrer sur le terrain de rugby. On a des retraités, des anciens enseignants, des étudiants, mais aussi des professionnels qui sont libérés par leur entreprise 1 heure ou 2 par semaine et qui viennent faire de l'aide aux devoirs aux enfants chaque jour. Alors vous êtes basé du côté de la région ex-PACA, sud, l'ex-PACA. Vous allez faire des petits ailleurs parce que des terres de rugby en France, il y en a pas mal. Hein. Vous aurez remarqué que nous sommes à Marseille et Saint-Étienne. C'est pas vraiment des terres de rugby. Non, mais Marseille, il y a Toulon qui est pas loin quand même. Il y a Toulon qui est pas loin, mais et Marseille, Toulon, il y a quand même une grosse frontière. Saint-Étienne, maintenant il y a Lyon et Clermont qui sont pas trop loin, qui sont maintenant. On est d'accord, mais effectivement, nous avons vocation aujourd'hui, parce que les territoires nous le demandent, parce que l'éducation nationale nous le demande, de nous implanter. Et on va ouvrir en mars à Lille. Ah, là, qui n'est pas franchement une terre de rugby. Lille, c'est the place to be. Oui, ce sera le G500 en juin prochain d'ailleurs. C'est ça. Nous allons ouvrir, et d'ailleurs je lance par un appel, ceux qui veulent devenir responsables d'une école à Lille peuvent postuler aujourd'hui, puisque nous ouvrirons en mars, donc il y a un très beau poste à prendre à Lille sur cette future école, grâce à un grand groupe d'habillage et une grande famille bien connue à Lille, qui est le groupe de la famille Muliez, qui va accueillir une école des 15, voilà, groupe Auchan, Décathlon, Auchan, Décathlon qui habille le Roi Merlin, Boulanger, et ce sera, etc. Au sein du nouveau campus qui habille, et il y a 4000 Kiabers, comme ils les appellent, qui vont venir aider chaque jour les enfants dans leur école des 15 et bientôt à Pantin. Également cette année, donc en région parisienne, l'est de Paris. Exactement. Donc pour devenir bénévole, pour venir vous aider, pour postuler, le site internet, comment on vous contacte? Le site internet, les réseaux sociaux, c'est très facile de nous trouver aujourd'hui. Vous aurez nos numéros. Vous serez accueillis avec beaucoup de joie. Eh bien écoutez, pour vous aider, le site web écoledesquinze.com. Eh bien écoutez, c'est parfait, en plus sur la radio du rugby, ça allait de soi. Tout de suite, on va parler de l'association Affûté avec Olivier Tran. On se retrouve tout de suite pour les vraies voix citoyennes. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros. Et on a maintenant une autre association qui a été récompensée à la nuit du bien commun. Bonsoir Olivier Tran. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'association Affûté, A-F-U-T-E. Alors comment est née cette association? Rappelez-nous, vous en avez parlé brièvement en début d'émission. Ça vient du constat de l'exclusion de nos enfants différents. Quand on est parent comme moi d'un porteur de handicap qui n'a plus sa place à l'école, eh bien, il quitte le sentier scolaire, alors plus ou moins tôt en fonction de la sévérité du handicap. Et puis derrière, il se passe malheureusement pas grand-chose pour certains de nos enfants. Et c'est ce qui s'est passé pour mon fils. Il est resté à la maison et comme il n'y avait rien pour lui, pas de futur, pas d'accès à l'apprentissage, eh bien, ça s'est pas très bien passé. Voilà. Et quel était son handicap, si vous pouvez le dire? Oui, mon fils est autiste sévère, donc il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire, il ne peut pas parler non plus. D'accord. Pour autant, on se rend compte, nous parents, qu'il est capable de faire pas mal de choses et que c'est plutôt une question de pouvoir les accompagner vers des gestes qui deviennent professionnels avec le temps, avec l'expérience et l'accompagnement, en effet. Que ça devient légitime après pour certains d'entre eux de pouvoir participer dans une société, dans une entreprise, à faire des gestes au milieu de nous tous. D'accord. Et en fait, vous formez des publics neuroatypiques. Peut-être expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça comprend oui. Un public neuroatypique. Le public neuroatypique. Tous les jeunes qu'on accompagne de 14 à 30 et voire plus pour certains, 30 ans, eh bien, ce sont des porteurs de handicap cognitif et mental. Donc dedans, ça regroupe l'autisme, la trisomie, la dyspraxie, et puis encore d'autres handicaps. Tous les syndromes dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Exactement. Et en fait, tous ceux qui ont un développement cognitif un peu différent, qui n'ont pas la capacité de pouvoir suivre des cours comme d'autres, eh bien, c'est à ceux-là qu'on adresse les formations d'Affûté. Et donc, comment ça se passe des personnes, donc c'est à partir de 14 ans? Oui. Voilà, donc des auditeurs qui auraient des enfants, qui rencontreraient ces difficultés à l'école, qui sont sortis du système scolaire, peuvent vous contacter et Exactement. choisir des formations pour
Pour faire quoi comme type de formation? Alors affûter, ça veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. Affûter, c'est l'acronyme, donc on veut affûter les compétences de ces jeunes-là. Bien trouvé les jeux de mots. Oui, c'est très bon. Merci, ça m'a pris 3 jours quand même de trouver ça. Ça va, c'est court. Ouais, ça va quand même. Il faut essayer de faire des gains de productivité. Voilà. Et donc l'idée est toute simple, c'est qu'on se rend compte que nos enfants sont capables de faire des tâches élémentaires, des gestes simples. Et donc on va accompagner ces jeunes-là dans l'acquisition de ces gestes pour que ça devienne des mécanismes qu'ils assimilent correctement et qu'ils aiment bien faire. Puisque nos enfants différents sont rassurés par le fait de maîtriser certains gestes. Donc, quand par exemple, pour le cas de notre fils Alexandre, il aime bien débarrasser le lave-vaisselle, de ranger les couverts au bon endroit, les fourchettes, les cuillères, les couteaux, de ranger les verres, les assiettes. Et quand on le voit faire à la maison, on se dit mais pourquoi on le ferait pas d'une manière professionnelle aussi dans l'entreprise? Et donc, on a tiré cette logique-là. Et puis, on l'a accompagné en fait avec ce qui faisait un frein en fait jusqu'à présent à l'inclusion de ces jeunes-là dans nos entreprises. Premièrement, il n'y avait pas de méthode d'apprentissage pour ces jeunes-là, donc on l'a créé avec le projet. Donc on a baptisé ça des FUT, des fiches universelles de tâches élémentaires. Vous l'avez créé avec qui? Avec des psys, des enseignants, Alors non, on l'a créé nous-mêmes, mais avec les entreprises. Donc ce sont des fiches qui représentent visuellement avec des dessins l'enchaînement des gestes pas à pas. Verticalement. Donc on exprime exactement ce qu'on doit faire, les séquences de gestes, avec des dessins qui sont chaînés pour qu'on zoome sur les doigts, sur les gestes, sans aucun élément perturbateur. Donc on vient vraiment représenter exactement l'enchaînement exact des gestes. Et donc ça, c'est pourtant du très bon sens. Enfin, ça ne demande pas spécialement de difficultés. Et on l'a fait dans des métiers qui sont en tension, exprès parce que justement c'est là où il y a besoin de salariés, dans des grands groupes souvent, pour faire ces opérations-là tous les jours. Oui. Et puis nous, on va adresser ce projet et donc ces formations à environ 2 millions de personnes en France qui sont porteuses d'un handicap cognitif et mental et qui aiment bien faire ces tâches répétées. Donc on était voir des entrepreneurs, des entreprises qui ont besoin de ces salariés-là et on leur a proposé ce chemin d'inclusion. Et donc le premier pilier, c'est de développer cette méthode d'apprentissage universel. Deuxième pilier, c'est de pouvoir créer ces modèles de formation au cœur des entreprises pour introduire la différence du handicap au milieu des salariés, pour enlever la peur en fait de la méconnaissance de ce que c'est que l'autisme ou la trisomie, comment se comporter avec des jeunes comme ça. Et le troisième pilier, c'est sans doute le plus fondamental du projet pour réussir l'inclusion, c'est qu'on transforme l'employeur et qu'on le transforme en formateur. C'est eux qui vont être les formateurs de nos jeunes porteurs de handicap. Donc c'est les entreprises qui vont former avec vos fiches. Donc les enfants vont être envoyés. Les enfants, 14, oui, ça reste des enfants, même 30 ans, ça reste des enfants. Vont aller dans les entreprises, donc vont avoir ce premier contact avec le milieu professionnel. Donc ce sont les salariés des entreprises qui vont accueillir nos jeunes porteurs de handicap avec ces fiches qui ont été définis ensemble selon le secteur, donc dans la restauration, l'hôtellerie, le nettoyage, la propreté, la distribution. Et puis en fait, on peut décliner ça sur plein de métiers différents, puisque dans toutes les entreprises, il y a forcément des tâches élémentaires qui sont répétées tous les jours. Dans des banques, dans des cabinets d'avocats. Et donc on peut dans la restauration collective. La restauration collective, alors ça c'était le premier des secteurs. Quand on a commencé... J'ai une pensée pour les cafés joyeux notamment qui s'occupent des enfants trisomiques. Tout à fait. Et il y a les brigades extraordinaires aussi. Les brigades extraordinaires aussi, oui. Oui, il y a quand plusieurs le métier de la restauration était en tension et qu'on conventionnait avec notamment la Tunisie pour faire venir de la main-d'œuvre, c'est vrai que quand on a entendu parler du projet des brigades extraordinaires, de pouvoir avoir ces jeunes qui viennent intervenir dans les établissements et qui sont formés, c'est extraordinaire. Je pense que on se passe d'un petit truc en plus. Je peux me permettre. Bien joué. Ouais, je pensais voit les fans de cinéma. Non mais vraiment, c'est extraordinaire. Donc ces entreprises, et donc si des entreprises veulent
participer, contribuer, ouvrir leurs portes, ouvrir et puis leurs portes. avec nous œuvrer pour l'inclusion de ces jeunes porteurs de handicap. Eh bien, elles nous contactent. Alors on a une adresse email très simple, hein, c'est contact@affute.fr, affute.fr, et donc ils peuvent nous contacter et on va être ravis également de pouvoir les accueillir et puis trouver des chemins d'inclusion ensemble. Vous êtes basé sur toute la France aussi ? Exactement, on a commencé le projet donc il y a 4 ans de ça, on a lancé les premières formations en 2021 avec 4 jeunes et puis on a fini l'année 2024 avec 300 formations terminées. Avec un taux de succès qui est plutôt très encourageant puisqu'on a 3/4 des jeunes porteurs de handicap qui après sont soit employés dans l'entreprise d'accueil, soit qui poursuivent dans des formations diplômantes dans le milieu ordinaire, dans des écoles du milieu ordinaire. Donc ça c'est aussi des belles réussites. Et donc les entreprises sont encouragées. On va venir avec de la méthode pour discerner un peu les tâches qui pourraient correspondre à ces publics-là. Et puis on va travailler ensemble à décomposer ces gestes-là, en futer, et puis à accompagner les salariés et les entreprises avec des experts du handicap pour pouvoir leur donner les codes et les moyens de réussir la formation de ces jeunes porteurs de handicap. Ils ne seront jamais seuls. Merci beaucoup Olivier Tran de l'association Affûté. Vous avez toutes les adresses web en réécoutant le podcast. Merci beaucoup Grégory Vignier de l'École des 15. Merci beaucoup Gabriel de la ville Baugé et Valran de Normandie de l'association Voisins et Soins. Merci beaucoup Aurélie Gros. Merci beaucoup Philippe David. On se retrouve lundi prochain. Tout à fait. Entre-temps, on se retrouvera à Nice également. On se retrouvera à Nice, on se retrouvera lundi prochain avec un grand débat sur le handicap parce que nous allons préparer les assises du handicap. Les assises du handicap avec les 20 ans. Les 20 ans de la loi handicap, la loi Chirac. Ah oui, absolument, il y aura beaucoup de choses à dire. Grand débat à l'INJA, l'Institut des jeunes aveugles. Et ça va intéresser notre ami Olivier Tran. Exactement. Merci à vous. Dans quelques instants, les vraies voix du rugby avec François Trio. Mais en attendant, Cécile de Ménibus sur Radio à votre service. Et nous, on se retrouve demain, 17h pour les vraies voix. À demain. Merci, au revoir. Sud Radio.